Chloé Ridel, bonjour. Vous êtes eurodéputée, porte-parole du Parti socialiste. Soyez la bienvenue sur l'antenne de France Info. Merci à vous. Chloé Ridel, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de France Info ce matin. D'abord, on va parler de l'Ukraine, bien évidemment, avec ces tentatives de signer un accord de paix et cette proposition du président russe Vladimir Poutine d'organiser une rencontre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Moscou. Comment vous analysez cette proposition? Est-ce que c'est une provocation? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que Volodymyr Zelensky a surtout raison de refuser de se rendre en Russie, sachant que pour sa propre sécurité, il y a un vrai sujet qui se pose? Bien sûr, cette proposition de se rencontrer à Moscou est la proposition d'un homme qui se croit tout-puissant. Et ça, c'est le résultat de la politique de Donald Trump. Je crois que l'histoire retiendra sa responsabilité. Il n'a mis aucune limite à Vladimir Poutine. Au contraire, il l'a flatté, il l'a conforté. Et résultat, les attaques contre l'Ukraine ont augmenté de plus de 65% depuis que Trump est élu. Et aujourd'hui, Poutine en vient même à avoir la confiance de demander à ce que Volodymyr Zelensky se rende à Moscou en demandant que l'Ukraine lui cède sans ménagement la Crimée et toutes les régions d'Ukraine qu'il a annexées illégalement et envahies militairement. Donc tout ça est une catastrophe, je crois, pour la sécurité de notre continent. On vient là conforter la folie impériale de Vladimir Poutine. Et au Parti socialiste, nous disons depuis très longtemps que faiblir devant ce type de tyran-là, c'est conforter la guerre, l'amplifier. Et donc il faut lui poser des limites. C'est ce qui doit être fait. Je remarque les efforts qui sont faits par les Européens pour rester présents à la table des négociations. Et par Emmanuel Macron, vous saluez oui, parce que les efforts et le positionnement d'Emmanuel le Macron. président est dans son rôle. Ils se sont rendus à Washington, ils se coordonnent entre Européens, ils montrent qu'ils sont présents, ils doivent lutter pour ce faire. Et là, l'enjeu, c'est à la fois de renforcer l'armée ukrainienne, c'est comme ça qu'on met des limites à Poutine, mais aussi d'avancer sur la question des garanties de sécurité à l'Ukraine et de mettre dedans les États-Unis, parce qu'on sait bien que sinon Poutine ne les prendra pas au sérieux, mais en tout cas il faut que les Européens continuent d'hausser leur niveau de jeu pour ne pas laisser le champ libre à ces deux autocrates. Néanmoins, peut-être... D'abord, il faut que les deux hommes quand même se rencontrent, sans doute Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Et pour faire quoi? Pour dire quoi? Vous pensez qu'ils ne doivent pas se rencontrer? Ils doivent pas se rencontrer. Vous pensez qu'il faut cette réunion à quatre, Trump, Poutine, Zelensky et les Européens? Cette décision va appartenir à Zelensky et aux Ukrainiens, mais aussi aux Européens. Et là, l'urgence, c'est de renforcer l'Ukraine et de renforcer Zelensky face à Poutine, parce que là, il est dans une position de toute-puissance à cause de Trump. Et donc, pour ça, il faut continuer d'apporter notre soutien à l'Ukraine. C'est la seule façon dont on mettra des limites aux ambitions impériales de Poutine. Je rappelle que le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, est arrivé à Washington la semaine dernière avec un t-shirt avec marqué URSS. Donc ça, c'est une provocation supplémentaire. Fous. Voilà, je n'ai pas d'autre mot. Juste sur quand même ce lieu, s'il y a une rencontre entre Poutine et Zelensky, on voit bien que le lieu pose problème. Est-ce qu'il faut que cette rencontre, si elle a lieu, ait lieu en Europe? La Suisse, par exemple, qui est un territoire neutre, elle ne fait pas partie de l'Union européenne, propose de lever partiellement l'immunité contre Vladimir Poutine. On sait qu'il est poursuivi, qu'il y a un mandat de la CPI, de la Cour pénale internationale, contre le président russe. Est-ce que ça vous choque que la Suisse propose finalement de l'accueillir, puisqu'on sera en territoire quand même européen et l'ensemble des pays européens ont signé? À la fin, il faudra bien que cette rencontre ait lieu. Et donc qu'un pays l'accueille, je préfère que ce soit la Suisse plutôt que ce soit la Biélorussie, comme on l'entend, ou encore la Chine. Mais il ne faut pas profiter justement de sa venue en territoire européen pour l'interpeller, le président, physiquement. La Suisse étant souveraine, on ne peut rien russe. faire. Et le président russe ne sera jamais assez fou pour se rendre dans un pays européen où il sait qu'il aura des chances d'être arrêté. On parlait du chef de l'État, du président français Emmanuel Macron. On va parler de politique nationale à présent, si vous le voulez bien. Il a accordé une interview à nos confrères de Paris Match. C'était hier. Une interview assez forte où il dit que finalement, il ne souhaite pas dissoudre une deuxième fois l'Assemblée nationale. Et je cite, c'est aux responsables politiques de savoir travailler ensemble. C'est ce que dit le chef de l'État. Donc c'est de votre faute, en fait. C'est de notre faute. On devrait accepter un budget qui finalement fait payer toujours plus les Français qui travaillent, les classes populaires et les classes moyennes, sans effort demandé aux plus riches, alors même que la France a un déficit qui est tel et qui est le résultat de la politique conduite par Emmanuel Macron que nous en sommes à un point où nous allons emprunter sur les marchés plus cher que l'Italie. Donc évidemment que nous ne pouvons pas accepter et valider comme ça cette politique-là. Donc en l'état,
ça n'est pas les intimidations du président qui vont nous faire changer d'avis. Nous censurerons le budget à l'automne, nous le devons à nos électeurs. Le PS censurera en l'état le budget à l'automne. Nous ferons des contre-propositions et nous verrons ce que le gouvernement a à en dire, si vous voulez. Mais en l'état de ce qui est présenté, ce qui a été présenté au mois de juillet, évidemment, c'est la censure qui doit s'appliquer. Ouais, cette rentrée sera animée, dans tous les cas politiquement, mais peut-être aussi socialement, avec ce mouvement citoyen qui a été lancé sur les réseaux sociaux intitulé « Bloquons tout ». L'objectif, c'est, selon ces citoyens, de paralyser, de bloquer le pays à partir du 10 septembre prochain. Est-ce que vous soutenez cette initiative, vous, au PS ? Mais au Parti socialiste, on suit et on regarde cette initiative avec beaucoup d'intérêt. Les motivations, c'est vrai que les motivations et les modes opératoires sont assez flous pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que nous comprenons l'exaspération qui est à l'origine de ce mouvement comme ça spontané qui est né sur les réseaux sociaux. Certains comparent ça aux Gilets jaunes. On la voit nous tous les jours. Ouais. Vous craignez un retour des Gilets jaunes, par exemple ? Certains comparent ce mouvement aux Gilets jaunes. Je ne crains rien du tout. Moi, je pense que l'expression d'une exaspération populaire et d'une colère populaire est légitime. Et c'est devenu le seul moyen quand, en fait, le Parlement n'arrive plus à fonctionner. Quand tous les budgets sont adoptés à coup de 49.3, quand il n'y a plus vraiment de discussion. La naissance de ce type de mouvement, les Gilets jaunes aussi bien que le mouvement du 10 septembre, c'est le produit d'une politique d'Emmanuel Macron et d'un style de pouvoir autoritaire descendant, où en fait à la fin, les gens, pour exprimer leur colère, puisqu'ils ne savent plus passer par l'Assemblée nationale, puisque ça ne passe pas non plus par le référendum, c'est la rue. Voilà. Donc vous trouvez normal que ce mouvement se lève, mais je le comprends. Mais vous ne le soutenez pas forcément, vous attendez de voir. Je le comprends, et quand on annonce par-dessus le marché qu'on va supprimer 2 jours fériés, si vous voulez, qu'on va faire une année blanche sur toutes les prestations sociales, qu'on va retrancher dans les dépenses de santé sans effort mieux partagé, évidemment qu'il y a une colère et une exaspération qui montent. Je voudrais qu'on parle de cette nouvelle passe d'armes entre Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et le président français Emmanuel Macron. Le Premier ministre israélien a adressé une lettre directe à Emmanuel Macron. Votre appel à reconnaître l'État de Palestine alimente le feu antisémite. Est-ce que l'Élysée a eu raison de dénoncer une accusation abjecte ? Je cite les termes de l'Élysée. Oui, c'est abject. Sincèrement, je n'ai pas d'autre mot. C'est très grave ce que fait Netanyahou, qui est un leader d'extrême droite, qui instrumentalise la notion d'antisémitisme, alors même que l'antisémitisme est bien réel dans notre pays. Reconnaître l'État palestinien, c'est une mesure de justice historique. Nous n'avions pas reconnu cet État depuis le plan de partage de l'ONU en 1948. Nous avions reconnu l'État d'Israël et il est légitime que nous reconnaissons également l'État palestinien. Il faut qu'Emmanuel Macron continue de maintenir sa position. Ça n'est pas une récompense faite au Hamas comme on l'entend, ça n'a rien à voir. En fait, c'est simplement un geste qui vise à empêcher Benyamin Netanyahou et son gouvernement de mettre fin à la solution à 2 États, puisque ce qu'ils essaient de faire en annexant la Cisjordanie, en préparant l'occupation de Gaza, c'est de mettre fin à la perspective d'un État palestinien. Et donc nous venons, au contraire, par cette reconnaissance, imposer la justice et la paix future. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme et c'est très grave de dire ça de la part d'un dirigeant international. Je suis désolé, dernière question sur la mort choquante de ce streamer français en direct, victime régulièrement de sévices filmés, Jean Portmanov. Est-ce qu'il faut fermer cette plateforme Kik qui permet la tenue de ces événements en live sans aucun contrôle? Est-ce que le gouvernement a eu raison de saisir l'Arcom également? Est-ce que vous soutenez la démarche gouvernementale? Moi, je trouve cette affaire gravissime. Je suis profondément choquée. J'ai passé une bonne partie de ma journée hier à visionner les vidéos du martyre de cet homme qui a été torturé en direct pendant des mois sur une plateforme devant des milliers de gens et de jeunes gens qui regardaient ça sans s'en alarmer. Le gouvernement qui, pardonnez-moi, n'a rien fait. Une garde à vue avait eu lieu, une pré-enquête avait été ouverte. Moi, je suis pour la suspension et la fermeture à titre conservatoire de la plateforme. Mais je pense qu'il faut aussi regarder en face ce que ça dit de notre société, de la culture, de la violence extrême, machiste, en fait, qui s'est déversée contre cet homme, qui souffrait de handicap et dont on a jugé qu'il était divertissant de frapper, d'humilier, d'étouffer, de séquestrer pendant des mois pour se faire de l'argent en plus. Parce que cette plateforme a fait du profit et les streamers qui ont torturé Donc il faut la fermer, c'est ce que vous demandez ce matin. Bien sûr, parce qu'on ne peut plus tolérer ce genre de choses, c'est profondément choquant. Merci Chloé Ridel, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France Info TV. Et merci.